Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Elsa Massa qui pratique la philosophie en entreprise, mais aussi pour des groupes d'adultes et d'enfants. Elsa nous raconte son parcours. Elle nous parle de ses racines sur lesquelles elle est venue se questionner au moment où son travail a perdu du sens. Elle évoque avec nous son cheminement qui l'a amené d'un poste d'ingénieur vers l'entrepreneuriat. Je vous laisse avec Elsa. Très bonne écoute à vous. Ouais, donc je pense que ça c'est un truc à prévoir. Les ateliers philo sur le retour de vacances peut être pas mal. À mon avis, il peut y avoir quelque chose à faire. Ouais, matière à réfléchir sur la reprise. C'est quoi la reprise ? Qu'est-ce qu'on veut reprendre en fait ? Ce serait intéressant de réfléchir là-dessus. Et ouais. Je suis avec Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Frédéric. Et oui, donc vous l'aurez compris, Elsa est assez tournée vers tout ce qui est philo et son parcours, elle va vous l'expliquer, pourquoi elle en est devenue fan de la philo et qu'est-ce qu'elle en fait de la philo au quotidien. Alors Elsa, explique-nous quel est ton parcours. Mon parcours, il a commencé par une école d'ingénieur dans plutôt les maths, la physique. Rien à voir avec la philo. Rien à voir du tout. J'étais bonne élève et donc le parcours était tout tracé. J'ai emprunté la voie responsable qualité parce que ça me permettait d'aller partout, que ce soit dans les travaux publics, dans le pétrolier, dans le pharmaceutique ou dans la grande distribution. Et donc j'ai commencé pendant 5 ans dans la grande distri, dans une grande entreprise du Nord que tout le monde connaît. Et puis j'ai continué ensuite sur Paris à auditer des laboratoires qui testent. Et là aussi, c'était super chouette. Je faisais de l'œnologie, ou je faisais du pharmaceutique, ou du moteur d'avion à réacteur. C'était multiterrain, passionnant. Et je suis encore revenue à la grande distri chez Decathlon dans le Nord. Et à côté de ça, sans révéler d'autres choses, mais dans la vie de tous les jours, tu es une maman ? Oui, je suis mère de 2 enfants. Et puis maintenant, je ne suis plus ingénieure responsable qualité. Effectivement. Je suis philosophe praticienne. Alors, tu vas nous expliquer quelles sont les démarches qui t'ont amené à devenir philosophe praticienne. C'est surtout une amie que je voudrais remercier, Marion Auxerre, qui était chez Decat et qui s'était inscrite à une formation pour animer des ateliers philo pour les enfants. Et ensemble, on a animé pas mal de formations sur de la ludopédagogie, apprendre à animer des formations. Et elle me dit, mais je te verrais très très bien faire ça. Puis sur le coup, moi j'étais pas trop convaincue. J'ai mis beaucoup de temps à m'inscrire. J'ai finalement, sur un coup de tête, accepté. Et puis le premier week-end, quand on a notre découverte de soi, de pourquoi, quelles sont nos intentions, qu'est-ce qu'on vient faire là, ça a été incroyable pour moi, ça a été révélateur. C'est venu me retrouver moi quand j'avais 6 ans, toute petite. Quand on avait quitté l'Iran, réfugié d'Iran, revenu en France, où je ne comprenais pas trop pourquoi on m'avait vendu la France comme terre d'exil. Là-bas en Iran, c'était peut-être la guerre, mais il y avait une solidarité de dingue, on avait une certaine qualité par rapport à la vie, on enchantait tout. Une forte connivence ensemble. Et puis quand j'étais en France, je me retrouvais isolée dans un monde où il faisait froid, dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq, où la nourriture, c'était pas le même goût, où les gens étaient plutôt individuels. Et là, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi on m'avait dit « on va dans un pays en paix, ça sera mieux ». Et donc, ça m'a télescopée là, petite, où j'aurais bien aimé pouvoir aborder toutes ces questions, réfléchir à ça, quelle est la relation au monde, à la mort, à la conception de la vie. Et à cette époque, mes parents étaient très occupés à rebondir dans la vie, à trouver un emploi, un appartement, etc. Il y avait personne dans mon entourage qui pouvait l'entendre. Et finalement, mon activité, elle a tellement eu sens à ce moment-là que j'avais grand plaisir au début à repartir dans les écoles et à écouter toutes ces questions que ces enfants, ces jeunes se posent dans leur curiosité par rapport à la vie, et pourquoi ça et pourquoi pas autre chose. Pour moi, c'est toujours me ramener à cet étonnement, à ce questionnement-là, à redécouvrir le monde. Pourquoi ces chaînes de valeurs-là sont-elles plus importantes que d'autres ? Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis retournée à l'école pour faire ça. Et une question par rapport à Decathlon. Qu'est-ce qui a amené chez Decathlon ? Parce que c'est aussi
l'étincelle et le démarrage? Qu'est-ce qui a amené chez Decathlon l'idée de mettre en place des ateliers philosophiques? Alors, chez Decathlon, j'étais responsable qualité. J'étais passée par la case auditrice. J'ai été plutôt reconnue. Vraiment, c'est vrai, sur mon périmètre. Donc, j'avais une légitimité, j'étais reconnue, mise en place d'un système qualité qui était validé, reconnu par l'extérieur. Et puis, je voulais me mettre en risque et je suis partie dans une équipe orientée très commerciale pour être responsable qualité dans ce pool d'équipe. Et là, j'étais en difficulté dans le sens où, souvent dans ce genre d'entreprise, on dit que les indicateurs sont le coût, la qualité et le délai. Et là, c'était vraiment la qualité avec un tout petit Q mais minuscule qui démarre. Et donc, c'était à fond le commerce. Et là, j'étais en quête de sens. Pourquoi faire de la qualité alors que finalement, j'avais été bien reconnue, légitime, etc., que ça avait eu son sens, ça avait toujours bien tourné. Et là, finalement, je n'étais pas trop écoutée, ça ne faisait pas sens par rapport à la démarche de l'équipe. Et donc, je me suis posé un certain nombre de questions. Est-ce que c'est vraiment ce chemin que je veux continuer à emprunter ? Est-ce que le modèle que propose l'entreprise me convient tout à fait ? Et souvent, on me demande comment j'ai eu le déclic pour finalement me reconvertir, arrêter. Et je pense que le déclic, il a été physique. Je m'investissais également dans des missions RSE pour... Alors RSE, pour ceux qui ne suivent pas trop, c'est responsabilité sociale et environnementale. Exactement, à démarcher, à rayonner le site vis-à-vis des associations qui étaient environnantes. Donc j'avais contacté des associations pour faire les liens, pour vraiment rayonner socialement autour du site de l'entreprise. Et puis je me rendais compte que finalement, je m'éclatais à faire ça. Beaucoup moins à bâtir des plans de commerce, à débriefer sur des paniers moyens tous les lundis. Voilà, j'étais vraiment en train de me questionner sur le sens, qu'est-ce que je veux apporter finalement au monde, là où je me sens le mieux. Et donc physiquement, à un moment donné, il y a un rituel chez Decathlon et dans toute la grande distrie du Nord, c'est de passer par le magasin avant d'arriver au bureau, pour connaître la musique du magasin, pour connaître ses clients. Et là, avec toute l'expérience que j'avais, les 15 ans d'expérience dans cette entreprise, je me suis retrouvée dans le magasin à voir les produits, à les imaginer en réserve, à voir les entrepôts, les conteneurs, voire même les usines des fournisseurs que j'avais archi-audités, que je connaissais par cœur. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est trop pour moi, je ne peux plus. Physiquement, je me suis sentie comme dans un étau, à toujours travailler pour de la quantité. Et physiquement, je me suis dit, mais stop, je sature de tous ces produits et de cette approche-là. Je voudrais partir sur une autre approche qui est plus sur peut-être une autre vision du commerce, plus de la qualité, plus dans le durable, etc. Et donc, c'est à ce moment-là, physiquement, que j'ai décidé de dire, stop, ça ne me convient plus, puisque je sens presque les mots arriver. Comment tu t'y es pris pour... mettre en œuvre cette démarche de départ dans ton entreprise? Alors, une fois que j'ai pris conscience que je ne voulais plus y aller, je ne voulais physiquement, c'était compliqué de retourner dans l'entreprise, j'ai été assaillie par plein de peurs. Peur de la perte financière, peur du statut social, peur d'être sans emploi, d'aller embaucher à Pôle emploi. Et donc, tous ces peurs-là m'ont travaillé. Au début, je les enfouissais et il a fallu que je prenne le démon, vraiment le taureau par les cornes, le regarder en face pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre que c'était la perte financière qui m'embêtait, qui me taraudait, eh bien, j'ai pu me mettre en action pour envisager les différents scénarios. Est-ce que j'avais besoin d'une rupture conventionnelle, d'une rupture pour création d'entreprise ? Est-ce que je voulais prendre une année sabbatique ? Est-ce que je voulais passer à beaucoup plus de temps partiel, etc. Et bâtir les scénarios pour dire, bon voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi, jusqu'où je peux aller ? Mais tant que je n'affrontais pas cette peur, finalement, je flottais. C'était comme un saut dans le vide, c'était pas encore bien orchestré. Et la période pendant laquelle ça a duré, ça a été combien de temps à peu près ? 3-4 mois. D'accord. Et pendant ces 3-4 mois, comment on vit au quotidien ? Alors on vit coupé en deux, c'est-à-dire on sait très bien qu'il y a quelque chose, une musique, c'est comme si dans la boîte il y avait un rythme, une musique à laquelle on n'adhère plus. C'est comme si on est tout seul dans une fête,
Tout le monde s'éclate et on est très spectateur en retrait. On flotte parce que finalement, il y a déjà quelque chose qui tournicote ailleurs et qui n'est pas encore bien concrétisé, dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas bien dérouler, poser. Et donc, c'est vraiment coupé en deux entre j'y suis quand même, physiquement, mais ma tête n'y est plus. C'est assez compliqué, c'est un flottement. C'est comme si on est sur un nuage. Et familialement, ça se passe comment de ce fait-là ? Est-ce que c'est un support ? Est-ce que tu oses en parler ? Comment ça se passe ? T'as raison, c'est une question très importante. Le poser au sein du couple, au sein de la famille, parce que ça va avoir pas mal d'influence, de conséquences sur comment on va fonctionner ensemble. Finalement, par rapport à la perte financière, je me rendais compte que en travaillant beaucoup, j'avais des modes de garde des enfants, des modes d'alimentation, des modes de vacances qui étaient calés par rapport à ça. Et donc, quand j'ai commencé aussi à calculer en me disant « Oui, mais j'ai pas le temps de préparer à manger, etc. » Mais finalement, je pourrais quand même aussi réduire mes dépenses si je change de vie. Ça a permis petit à petit d'avancer sur cette décision. Mon mari aussi était d'accord, même si c'est une prise de risque quand même pour le couple. Donc, je sais qu'il me soutient, mais à une certaine limite. C'est-à-dire que moi, quand à un moment donné, j'ai besoin d'être boostée, j'ai des doutes parce que j'ai des difficultés des embûches, je ne peux pas trop me confier à lui parce que lui supporte un temps. Il soutient l'énergie et me sentir douter, c'est pas non plus lui, c'est pas la bonne oreille pour écouter mes coups de blues. Et ça a été important aussi de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs à qui on peut se confier et qui vivent la même chose, échanger des idées, se confier sur l'épaule et dire laissez repartir, mais au moins laisser sortir l'émotion. Sinon, finalement, on reste coincé dans des non-dits, alors que finalement, une fois que c'est dit, on peut se remettre en marche et en énergie pour trouver tout ce qu'il faut. C'est très bien ce que tu dis et c'est important de le signaler, c'est qu'il faut faire attention et certainement se mettre d'accord avec les personnes qu'on a dans notre entourage pour savoir jusqu'où ils sont des soutiens. Alors des fois on se met d'accord, des fois on le perçoit, mais en tout cas de savoir que c'est pas toujours la bonne idée d'aller se confier à son conjoint sur certaines choses. Ça veut pas dire qu'on doit leur cacher des choses, mais en tout cas être capable de se dire voilà, là j'en ai parlé, ça suffit, et pour continuer à en parler, j'en parlerai avec d'autres personnes, parce que on n'a pas tous la même posture et la même façon de voir les choses. Et puis, lui, il avait cette responsabilité en tant que personne qui ramène, entre guillemets, l'argent au foyer pendant un temps. Et qu'après, effectivement, les choses changent en fonction des évolutions. Mais effectivement, c'est bien d'en parler. Et donc, on se retrouve dans cette situation où familialement les choses sont posées, au travail t'es complètement découpé en deux. Qu'est-ce qui est quel est le déclencheur ? Quel est le déclencheur ? Alors il y a encore eu une étape qui était compliquée, qui a traîné. Je parlais du statut social. En fait, j'avais du mal à le définir, mais je me suis rendu compte plus tard, quand tu parlais de la famille, de l'entourage familial, que finalement j'étais l'héritière de ma famille, d'un statut social. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est quand j'ai commencé à ranger certaines choses que je me suis rendu compte qu'on m'avait donné des tableaux, des photos. Enfin, j'étais la seule personne à qui on avait légué ces choses-là dans la famille. Et on m'avait légué aussi la mission d'avoir un certain statut pour la famille. Et donc, quitter ce statut d'ingénieur pour me lancer dans le grand vide, ça a joué aussi au niveau parental. C'est-à-dire que ça a été des remarques du type « mais tu te rends pas compte, tout ce qu'on a investi pour tes études, et tu fais ça, etc. et t'abandonnes ». Des choses qu'il faut avoir bien identifiées au début, sinon on se les prend et puis c'est culpabilisant, ça ravive un certain nombre de choses. Mais voilà, une fois que j'ai compris qu'on m'avait confié ce rôle, est-ce que je l'acceptais ? Est-ce que je voulais m'en débarrasser ? Est-ce que je voulais le transformer ? Est-ce que je voulais m'en libérer, ou bien l'assumer ? C'est des choses vraiment à clarifier qui font qu'on est plus au clair, plus léger par rapport à la suite. Sinon, c'est des choses, je pense, qui nous rattrapent régulièrement, même dans la construction de son entrepreneuriat. Donc ça a bien traîné aussi quelque temps. Je pense que le déclic que je l'ai eu quand j'ai dit ok, qu'est-ce que j'arrête ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux faire des ateliers philo, parce que j'adore faire ça. Mais je ne suis pas encore très sûre de moi. Je vais essayer de me raccrocher à une branche. Comment je peux transformer
ma compétence, mon diplôme d'ingénieur, je me suis dit, je vais être d'abord prof de maths. Facile. Je connais déjà le bagage, les maths, je navigue, je suis très bonne, etc. J'ai fait de la formation, j'étais plutôt à l'aise sur proposer des petits modules, etc. Je le vois très très bien. Et c'était vraiment une façon de combler le vide, parce que le vide me faisait peur. Et donc à partir du moment où j'ai eu cette inscription à cette formation pour devenir prof de maths, ça a été évident pour moi de dire je peux arrêter maintenant, j'ai quelque chose de prévu. Est-ce que ça répond aussi tu parlais de statut social, est-ce que ça répond aussi peut-être à la pression sociale que te mettaient tes parents et le fait de pouvoir dire je suis prof de maths, c'est un statut reconnu? Exactement. C'est ce fameux, au lieu d'effacer, de partir de tout, tu as raison, je voulais me raccrocher à quelque chose et c'était une façon de dire, voilà, je fais un transfert finalement de compétences, de reconnaissance sur un autre métier, reconnu socialement, utile socialement. Donc c'était parfait. Sauf qu'une fois que je me suis retrouvée sur les bancs de l'université, là, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec l'expérience professionnelle que j'avais eue depuis 20 ans. On était sur de la prise d'autonomie, sur plutôt de la créativité, de l'inventivité, être proactif, etc. Là, je me retrouvais sur des bancs où la façon dont on enseigne, comment on doit enseigner, est très conventionnelle, très conférencière, assise, passive. Et donc, voilà, ça a recommencé à me retravailler en disant mais non, ce n'est pas du tout ce que je veux vivre. Et en tout cas, je n'ai pas vécu comme ça pendant 20 ans. Ça ne me correspond pas. C'était quelle tranche d'âge d'élèves avec qui tu devais donner mes cours de maths? C'était au niveau collège et ou lycée, donc tranche ado. Alors c'était très rigolo parce qu'on avait des formations par vidéo sur des classes difficiles et on devait intervenir, faire des propositions, comment on pourrait incarner l'autorité avec des classes difficiles. C'était vraiment quelque chose de surréaliste en fait, parce que finalement on a souvent des enseignants qui n'ont que vécu l'école et qui ont un mode de management de l'autorité qui n'est que monolithique. Et toute autre approche qu'on peut voir dans du management fonctionnel, management non hiérarchique, enfin tellement d'autres façons de manager, ce sont des modes hermétiques par rapport à l'éducation nationale. Et donc, on arrivait à des décortiquages de vidéos où quand je proposais des choses, ce n'était même pas entendu, accueilli, parce que c'était tellement trop révolutionnaire et nouveau par rapport à la façon dont on enseigne. Voilà, je me sentais vraiment en décalage par rapport au groupe. Et d'ailleurs, il y en avait certains qui venaient me voir en disant « Maintenant, il faut que tu arrêtes, puisque c'est un concours. Soit tu décides que tu en es, et donc dans ces cas-là, tu la fermes et tu rentres dans le moule, ou bien tu veux faire encore ta méthode. Et dans ces cas-là, tu n'as plus rien à faire au sein de ce concours-là de l'éducation nationale. » C'est le groupe qui t'a amené à te décider, entre guillemets, ou à te dire rentre dans le rang, enfin ce côté je me conventionne à ce que tout le monde fait. Voilà, à un moment donné, il y a bien une étape de concours, d'inspection régulière, etc. Et je me dis, est-ce que donc moi je suis prête à vivre ça et peut-être à mal vivre mon métier parce que c'est pas comme ça que je veux le vivre? Ou bien, est-ce que je transforme autre chose? Il y a aussi une autre étape qui a été hyper révélatrice, c'est que j'attendais avec impatience le stage physique en collège. Là, c'était en collège, en REP. Et je voulais voir concrètement ce que ça a donné, de pouvoir donner un cours de maths. Et on était en binôme avec une autre jeune femme qui était en conversion professionnelle aussi. À un moment donné, dans l'emploi du temps, on avait 2 heures de battement. Elle s'est levée, elle a fait pendant les 2 heures de battement une résolution de suite arithmétique, etc. Elle s'est éclatée dans la matière, dans l'enseignement de la matière des maths. Et moi, j'ai préparé des ateliers philo. Et là, je me suis dit, bon, en fait, je pense que là, j'ai une photo de ce qui me donne de l'énergie, de ce qui me plaît à vivre, finalement, avec les jeunes, et même avec les adultes, même avec les enfants. C'est de les faire se questionner, de les faire réfléchir, qui est une autre approche mathématique logique de la pensée, mais finalement résoudre des équations à X degrés, non, je l'ai fait, j'ai aimé ça, mais j'en ai fait le tour. Et donc là aussi, j'ai pris une grande décision, c'était de dire, bon voilà, j'abandonne finalement cette ceinture de sécurité
que je m'étais mise, qui était de repartir dans des études et de repartir pour un métier. Et maintenant, j'accepte le vide et d'entreprendre sur un nouveau métier, sur tout un pan d'activités, de clientèle, de partenaires à découvrir, même de propositions de partenariat, d'offres, ce fameux grand vide, mais j'y vais. Et ça s'est fait vraiment par paliers, petit à petit, en abandonnant finalement ou en résolvant des points de blocage que j'avais. Et aujourd'hui, si tu devais te définir en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais? Quelle est ta fonction, puisqu'on aime mettre les gens dans des cases, mais en tout cas, quel est le quotidien de ta mission? Le quotidien de ma mission, il commence toujours par bien comprendre quel est l'enjeu quand on me sollicite, que ce soit sur un sujet très épidermique comme la laïcité ou la liberté d'expression. Quand on fait venir un prestataire externe pour aborder la notion de liberté d'expression, c'est que je sais déjà qu'il y a des enjeux. En fait, je redeviens auditrice. Quand j'étais auditrice, même auditrice qualité, le panneau d'affichage, je le regardais, c'était la musique de l'entreprise. Quels sont les axes prioritaires? Comment on s'adresse humainement aux hommes? Quels sont les grands chantiers, etc. Et je repars dans ce diagnostic-là, qui est de dire, mais voilà, on sollicite quelqu'un d'extérieur pour une liberté d'expression. Qu'est-ce que ça parle de ce système-là qui me sollicite? Et ensuite, c'est de proposer vraiment du sur-mesure avec la personne qui me sollicite pour pouvoir déjà résoudre leur problème, qui est par exemple discuter d'un sujet tabou, mais également les outiller et leur faire prendre conscience de leur système pour pouvoir transformer ce système-là, pouvoir le prendre en main et s'exercer pour aller au-delà de leurs problèmes. Et donc, maintenant que tu nous as défini ce que tu faisais, et puis on rentrera un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous parler du parcours qui t'amène au moment où tu dis « voilà, je veux faire ça », quelles ont été les étapes que tu as pu franchir pour arriver aujourd'hui à ce que tu es en tant qu'entrepreneur? Depuis que j'ai quitté oui. mon salariat, ton salariat, effectivement. Alors donc au début, ça a été de trouver les réseaux, les ressources, vraiment bien identifier mes ressources. J'ai passé aussi beaucoup de temps à identifier quels pouvaient être des plans B, des plans de secours, parce que ça me permettait à chaque fois de pouvoir être opportuniste, d'identifier les différentes routes que je pouvais emprunter et pas aller tête baissée à fond dans des idées. Et ensuite, ça a été à chaque contrat le donner le meilleur de soi-même et finalement avec cet artisanat, ce cœur, etc. Ça fait des petits puisque on s'est éclaté, les gens l'ont reçu, ils se sont éclatés aussi et donc finalement c'est la petite goutte, le ruisseau qui grandit. Donc c'est toujours avoir à cœur de faire ce qu'on fait et d'être dans la justesse de la prestation, de l'offre qu'on propose. Je pense que c'est vraiment ça le secret. Et aujourd'hui, tu interviens auprès de quel type de clients? C'est qui les personnes avec qui tu travailles au quotidien? Alors ça peut être avec des villes qui vont y arroser certaines agglomérations, certains arrondissements, donc par rapport à un programme. Ensuite, ça peut être des demandes particulières d'établissements scolaires par rapport à un programme bien identifié, qui peut être par exemple le devoir de mémoire, la laïcité, etc. Quelles que soient les thématiques là-dessus. Ensuite, ça revient rejoindre des compétences plus liées à la pensée, sur le dialogue, comment on va réfléchir, comment on s'exprime en public, comment on argumente, comment on prend confiance en soi. Et donc, on commence à toucher le développement personnel également. Là-dessus, sur comment finalement on est capable d'avoir un discours clair, des arguments bien puissants et non pas de faibles arguments. C'est également des associations qui me contactent pour travailler soit leur mode de gouvernance ou des thématiques qui viennent les travailler et de pouvoir les poser et les réfléchir
puisque quand on va faire un atelier philo, certes, il y a une partie de réflexion, mais il y a une partie aussi d'exercice pour pouvoir avoir une souplesse de pensée et aller aborder des idées tout à fait nouvelles. Donc voilà, quand ça coince dans des modes de gouvernance, c'est également des particuliers qui veulent faire un travail de développement personnel ou des coachs qui veulent travailler leur puissance de questionnement ou clarifier des questions sur lesquelles peut-être eux-mêmes sont en réflexion par rapport à leur accompagnement. Et donc venir travailler des thématiques comme la perfection, comme décider, être responsable, vont venir leur ouvrir des champs d'approche par rapport à leur métier. Dans le parcours que tu as pu avoir, on n'a pas pris le temps d'en parler, mais quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer au moment de ton départ de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi les difficultés d'entreprendre au quotidien? Les difficultés sont, et que je vis encore, au début et encore, c'est qu'il faut être au four et au moulin. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi j'ai toujours été dans des boîtes où il y avait un service compta, il y avait un service com, il y avait plein de services pour plein de choses. Moi-même, j'étais un service support. Et en étant entrepreneur, même si j'ai un produit qui est cœur, je dois quand même tisser tout autour des compétences de comptabilité, facturation, démarche commerciale, rédaction de flyers, ou même de réseautage, de stratégie sur les réseaux sociaux. Et d'être au four et au moulin, ce sont des énergies quand même assez différentes. C'est-à-dire quand on est en train de proposer une offre, être dans le sur-mesure, finalement on est dans la créativité, on est dans l'exploration. Et puis après quand on le fait, on est vraiment dans le faire, une énergie de donner et de recevoir. Et puis finalement, quand même, de temps en temps, il y a ces fameux rendez-vous calendaires où il ne faut pas oublier de facturer, il ne faut pas oublier d'aller vérifier, des choses beaucoup plus carrées. Et dans mes entreprises en grande distrie, on parlait du rond et du carré en termes de personnalité. C'est vraiment conjuguer ces deux-là, savoir être carré dans ces démarches qui sont vraiment concrètes, comme en même temps pouvoir aller explorer d'autres chemins, entreprendre d'autres façons de faire. C'est la conjugaison des deux profils. Quelles sont les prises de conscience que tu as pu avoir, que peut-être dont tu ne te doutais pas avant de te lancer en tant qu'entrepreneur? Quelles ont été les prises de conscience depuis ton départ jusqu'à aujourd'hui? Mes prises de conscience, c'est une bonne question. Alors vraiment, la force du réseau, ça je le mettrais en 1, dans le sens où rejoindre des réseaux d'entrepreneurs qui sont dans les mêmes démarches, dans la même énergie, fait qu'on n'est pas seul. On a ces fameux points de ressources où on peut se confier et on peut envisager autre chose, comme des cercles de co-développement. Finalement, c'est la même chose, mais s'entourer, déjà bien s'entourer. Autre prise de conscience, c'est que c'est possible. Il y a eu ce grand saut dans le vide, donc c'est l'inconnu. Et donc il y a toujours même quand je l'expliquais tout à l'heure avec ces plans B, c'est toujours le plan de secours et est-ce que j'ai un parachute, etc. Mais finalement, pas à pas, c'est possible. Et c'est cette prise de conscience qui vient sur des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs. Ça peut très bien émerger, ça peut vivre, ça peut se stabiliser, ça peut très bien s'étendre. Et donc, c'est possible. Et donc, une question qui est plutôt actuelle. Avec le Covid, est-ce que tu as vu des choses se mettre en place? Est-ce que par rapport justement à la réflexion, on a beaucoup dit que des gens se sont posés beaucoup de questions, ils ont eu du temps chez eux, donc ils se sont questionnés. On parle de gens qui ont décidé du jour au lendemain de quitter leur job pour trouver du sens dans leur vie. Est-ce que toi, tu l'as ressenti en tant que professionnel de la philosophie, puisqu'il y a quand même un élément au cœur de ta pratique, c'est de trouver du sens. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Ah oui. Les questions sont arrivées donc en mars 2020, un peu pour tout le monde. Il y a beaucoup de questionnements sur quelles sont cette quête de sens, quelles sont les valeurs de ma vie, qu'est-ce que je veux en faire. Même la tonalité des sujets, je trouve qu'elle est beaucoup plus profonde. Il y a moins de sujets connexes. On va déjà rapidement dans les sujets cœur
des personnes. Alors donc il y a en effet cette recherche de sens, mais il y a aussi d'abord en général du mal-être. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont coincées entre voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, je n'arrive pas à nommer ce qui ne va pas, mais je me sens pas bien. Et donc en fait, ça veut dire qu'en termes de philosophie, si on pense et que ça nous fait souffrir, c'est qu'on pense mal, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et donc venir éclairer ça, clairement, oui, ça fait résonance par rapport au Covid, oui. Et ça, tu le fais résonner, tu le fais ressortir grâce à des ateliers que tu mènes, que ce soit en entreprise, dans les écoles, dans des classes de petits même. Hein. Je sais que tu intervenais dans des classes de tout petits. Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, en entreprise, d'une prestation que tu as pu être amené à faire, et pareil dans une classe ou autre, pour que les gens puissent se projeter sur concrètement ce que tu fais ? Oui, par exemple, c'était un atelier philo pour fédérer une promotion de jeunes entrepreneurs. Et donc, il y avait une journée de team building qui était proposée avec une activité le matin, puis ensuite un atelier philo qui était un tremplin pour travailler le logo de la promo. Et donc, on avait travaillé avec le partenaire à l'époque, la graphisterie, pour dire mais finalement, est-ce qu'on peut utiliser cet atelier philo pour démarrer le champ de réflexion de la création du logo. Le sujet a été de faire réfléchir sur le regard de l'autre, le regard à l'image. Et donc c'était plutôt intéressant parce que c'était une promo très orientée économie sociale et solidaire. Et donc les faire réfléchir sur le regard permettait déjà eux de voir quelles étaient les valeurs essentielles pour eux, quelles étaient les personnes dont ils associent un regard, qui les regarde, est-ce qu'on peut changer de regard sur un même... alors souvent on pose la question, qu'est-ce qui est beau pour toi ? Est-ce que c'est beau aussi pour l'autre ? Et donc comment le regard peut changer ? Et ceci avait amené à beaucoup se découvrir les uns les autres au sein de la promo, d'aller assez rapidement sur les conceptions, les valeurs profondes que chacun avait par rapport à ce projet. Ils se connaissaient sur la présentation de l'affiche du projet qui les animait, mais là, ils ont pu voir finalement chacun comment ils envisageaient leur propre image et comment ils regardaient quelle est leur image du monde. Et ce chantier-là a permis ensuite de concocter un logo là-dessus. Alors ça, c'est un exemple d'atelier one-shot, où finalement on va réfléchir. Les données de sortie sont la définition commune de la définition du regard, les points d'accord, les points de désaccord, et donc une connaissance des uns des autres par rapport à ce sujet. Ensuite, dans des entreprises également, on peut travailler ensuite derrière en diagnostiquant finalement l'énergie du groupe. Si on se rend compte que le groupe a une capacité très faible à argumenter, parce que ils ont l'intuition, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer. Et s'ils n'arrivent pas à l'expliquer, ils n'arrivent pas à embarquer l'équipe. Eh bien, dans ces cas-là, il y a beaucoup d'idées qui tombent dans l'eau. On peut faire un travail sur des exercices, comment on peut argumenter. Et on va toujours prendre un sujet universel sur lequel chacun a finalement une expérience, parce qu'on va sortir du cadre du travail où la compétence, l'expertise peut avoir une influence. On va prendre un sujet universel, mais finalement, on va travailler la clarté de l'idée. Est-ce que finalement l'idée qu'on donne, elle est plus puissante, ou est-ce qu'on va amener un argument tellement faible qu'il va pouvoir être contre-argumenté assez rapidement, et donc on va pouvoir faire un programme sur mesure sur les qualités du groupe pour travailler sa façon de décider, sa façon de travailler ensemble. Et donc les livrables ensuite, c'est de pouvoir diagnostiquer comment le groupe travaille entre lui, quelles sont ses facilités de réflexion, quels sont ses points de difficulté à envisager, et d'aller travailler les points de difficulté pour qu'ensuite le groupe soit capable de réfléchir en ayant conscience de ses travers, mais d'aller réfléchir par de la pratique sur des nouvelles réflexions, des nouveaux questionnements, s'élargir, avoir une souplesse, une robustesse. Et qu'est-ce que ça donne pour une classe de jeunes enfants est-ce qu'il y a des thématiques dont tu pourrais nous parler qui sont intéressantes, et qu'est-ce que ça fait ressortir ? Alors, mon objectif, c'est toujours d'être
ajusté par rapport au groupe. Et donc, c'est ça qui est très sympa. Je viens souvent avec un sujet bateau. Et en fonction de leur questionnement, ça m'aide à faire le programme. Souvent, la question que je leur pose, c'est à quoi ça sert de parler ? Et donc, est-ce que parfois on parle et ça ne sert à rien ? Et est-ce que parfois ça ne sert à rien de parler ? Et les sujets les plus essentiels vont sortir. Finalement, on va avoir un peu ce qui les taraude, les questions essentielles qui les taraudent. Et donc ça peut être des sujets liés, par exemple, parfois ça me surprend, à l'âge de 6-7 ans, la question des migrants. On en entend beaucoup parler, c'est quoi cette histoire ? La question de la différence aussi, beaucoup, puisque à l'âge de 6-7 ans, il y a un cap qui arrive. D'ailleurs, c'est très rigolo à voir. En grande section, on aborde la question de la différence, parce que les enseignants veulent parler de la différence. C'est dans leur programme. Ils ne voient aucune différence, les enfants, à part le fait qu'on n'a pas la même chaussette. Mais noir, petit, grand, chauve, quoi que ce soit, ils ne voient rien du tout. Il se passe quelque chose au niveau du cerveau, à l'âge de 6-7 ans, où tout commence à se critériser et les notions de différence apparaissent beaucoup. Et ils ont besoin d'explorer ces sujets-là, de pouvoir tranquillement envisager qu'est-ce que la différence, fille, garçon. Il y a des mots qui sont tabous, par exemple être gros, souvent c'est tabou. Des descriptions finalement, des caractéristiques humaines qu'ils ont besoin de voir. Au collège, pareil, c'est un cap. Au début, ils sont sortis de la primaire, donc c'est plutôt des sujets qui touchent à l'amitié. Et en effet, c'est une étape essentielle où on sort un petit peu plus de son giron familial, où finalement il y a des clans au niveau de l'amitié, des copains, des amis, et parfois des trahisons. Et là, la question de l'amitié les travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'un ami ? Qu'est-ce qui n'est pas un ami ? Jusqu'où je peux être un ami ? Quand est-ce qu'on me trahit ? Qu'est-ce que c'est la trahison ? Et ce sont des sujets qu'on va beaucoup explorer et qui parfois nous font même remonter à de l'actualité. Je me rappelle avec des 6e, des 5e, ils voulaient parler donc de conflits au sein de la classe, de violence, même au sein des quartiers qu'ils avaient. Et mais finalement, ça faisait pas mal écho aux positions de Trump. Et donc, on pouvait faire des parallèles par rapport à ça. Donc, parler de ces sujets-là sont des sujets souvent sociétaux qui permettent de mettre en lumière. Et le principe de l'atelier philo aussi, ce n'est pas de rester dans l'émotion ou dans le discours, parce que finalement, là, on est embarqué par soi. L'objectif, c'est vraiment de prendre du recul et de faire de regarder, j'explique souvent ça, la planète Terre, comment elle fonctionne en fait, d'être vraiment sur un nuage et d'observer les humains, comment ça fonctionne, comment l'amitié fonctionne, comment la violence, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est pas du tout, l'objectif n'est pas de moraliser en disant c'est pas bien d'être violent, il y a tellement de violence, pourquoi il y a de la violence. C'est de la prise de conscience. L'objectif, c'est prise de conscience pour essayer de soi-même aller vers un autre état d'esprit, vers une autre façon de fonctionner. Oui, un état de compréhension de tout ça, oui. Ok. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si tu rencontres quelqu'un dans la rue, si tu as une auditrice ou un auditeur qui te dit est-ce qu'il faut se lancer ? Est-ce qu'il faut y aller ? Qu'est-ce que tu lui répondrais ? Ou qu'est-ce que tu dirais ? Alors, voilà, je vais faire exactement ce que je fais en philo. Est-ce qu'il faut se lancer ? Et il y a le mot « il faut ». Et je viendrai interroger ce « faut » là. Donc, ça veut dire que il va falloir, c'est qu'il y a une histoire de loi, d'ordre. Et je viendrai vraiment questionner quelle est cette loi pour cette personne. Il faut au nom de quoi ? Est-ce que c'est il faut au nom d'une envie ? Est-ce qu'il faut au nom d'une étape par rapport à une reconnaissance ? Je viendrais vraiment questionner ce faux. Et on l'entend souvent, il faut faire ça, il faut faire ci, etc. Finalement, c'est une injonction, mais elle se raccroche à quoi ? Et une fois qu'on a éclairé ça, la personne aura sa propre réponse. Et donc tu es la bonne personne à questionner si on veut aller chercher ses motivations, si on veut te poser des questions en tant que futur entrepreneur en se posant des questions. C'est une bonne chose de venir te questionner parce que tu vas les re-questionner. Imaginons la personne, elle a fait le point sur ses motivations, elle dit « je veux y aller ».
Est-ce qu'il y aurait quelque chose que toi, tu ne savais pas au moment où tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur et que tu as appris maintenant et tu dis, allez, ça, je te le dis, je te le donne, je te l'offre, c'est un cadeau. Parce que c'est vrai, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, il y a plein de choses qu'on pense savoir ou plein de choses qu'on ne nous dit pas et qu'on découvre au quotidien. On aurait aimé les savoir, certaines. Je dirais, tant qu'il y a de l'énergie et du bonheur dans ce que tu fais, c'est que tu es sur le bon chemin. Et à partir du moment où tu fais parce qu'il faut le faire, c'est fini. C'est que finalement, il y a une décision qui doit être prise, qui est d'arrêter, qui n'est pas assumée. Mais s'il y a de l'énergie, que ça booste, continue. C'est le bon chemin. Quelles sont les perspectives aujourd'hui, comme tu l'as dit, cette décision, ce choix a chamboulé certaines choses dans ta vie, ça a amené des questionnements sur ton organisation familiale, pareil sur aussi le regard qu'ont eu tes parents. Aujourd'hui, quel est le bilan que tu peux en faire? Si en quelques mots, tu peux nous dire ce que tu en retires. Aujourd'hui, je suis ravie parce que je pense que quand j'allais travailler, j'allais travailler. Et là, maintenant, quand mes enfants, je leur dis je vais travailler, ils me disent oh non. Je dis mais non, mais j'adore aller faire ça. Et donc, je leur transmets une toute autre énergie. Au sein de mon couple, finalement, année après année, ça se fructifie. Ça se solidifie, donc finalement ça amène aussi de la sérénité, ça amène de l'ouverture aussi, dans le fameux c'est possible, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Vis-à-vis de mes parents, c'est totalement curieux parce que autant j'ai eu des remarques du style « tu te rends pas compte tout ce qu'on a fait pour toi, etc. » Et comme tu le disais, avec le Covid, ils finissent par me dire « mais en fait, ça fait tellement écho à ce qui se passe en ce moment, mais en fait, c'est plutôt juste ce que tu as choisi. » Donc, finalement, tout va bien. Donc, au nom du podcast, si on dit « allez, vas-y », tu dis « je regrette pas ». Ah non, je regrette pas du tout. Non, je regrette pas du tout. Eh bien, écoute Elsa, je te remercie pour tout ce partage, toutes ces confidences et puis les bonnes petites questions. Ceux qui ont bien écouté ou qui ont écouté entre les lignes, ils ont quelques questions philosophiques à pouvoir se poser. Et puis, je mettrai dans les notes de l'épisode tous les moyens de te contacter et puis ton site internet également. Oui, merci beaucoup. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve bientôt, puisque de temps en temps, on est amené. C'est comme ça que j'ai fait ta connaissance à travailler ensemble. Donc, on se retrouve peut-être bientôt sur d'autres missions, je l'espère, parce que ça fait prendre du recul. Et donc, je vous conseille, pour ceux qui écouteraient ce podcast et gèrent des équipes ou autres, même si vous avez un peu de crainte en vous disant philosophique, nous, on est terre à terre, on veut bosser, on veut y aller, on est dans l'opérationnel. Testez avec un atelier. Déjà, vous verrez comment les gens vont réagir, comment les gens vont se questionner. Et pour l'avoir vu, ça aide. Et ça aide à ce qu'en fait, il y ait une cohésion dans l'équipe. Et quand on se questionne sur des choses un petit peu plus hautes que le terre-à-terre, ça apporte des choses. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci Elsa. Merci beaucoup Fred de m'avoir donné la voix. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié le parcours d'Elsa Massa. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi », disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.